Bienvenue à tous. Je suis Britt Richardson, directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour le futur de l'alimentation. Différents groupements, différentes alliances pour travailler à la transformation des systèmes alimentaires aujourd'hui et pour demain aussi. Nous sommes très heureux d'être partenaires et co-hôtes avec ePest Food Agroecology Fund, le représentant de la République dominicaine ici à Rome, et l'ODD 2 avec son hub de plaidoyer. Au nom de l'Alliance mondiale, je vous souhaite à tous la bienvenue à cet événement parallèle, maintenir une gouvernance intégrée, participative et inclusive des systèmes alimentaires à travers tout le CSA et le processus du SNUS. Ceci est fondamental. Il faut aller vers l'inclusivité. Et ce débat est d'autant plus urgent que nos systèmes sont de plus en plus exposés, sont de plus en plus vulnérables aux menaces mondiales et expliquent beaucoup de nos crises. Covid, changement climatique, déperdition de biodiversité. Voilà le contexte actuel. Avec notre comité du CSA de cette semaine, nous avons sur le métier le processus du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, UNDC, le processus climat, etc. Nous sommes en une année très spéciale où nous devons relever des débats spéciaux, en particulier la gouvernance. L'Alliance mondiale, mon Alliance mondiale, essaye de synthétiser 8 années de recherche commune et nous avons identifié 7 grands axes d'action que la communauté internationale, depuis très très longtemps, a proclamé comme priorité absolue. Vous verrez cela dans la chat box. La gouvernance est au cœur même de notre appel à l'action et c'est l'impératif absolu pour la transformation des systèmes alimentaires. Qu'est-ce que l'on entend par gouvernance pour nous au sein de Global Alliance? Ça veut dire des processus, des plateformes de politique qui fonctionnent sur base démocratique, dans la transparence et le pouvoir partagé est inclusif. Tout le monde doit pouvoir participer, que les politique ne soit pas simplement conçue en fonction des preuves, mais aussi en fonction de l'éthique et de l'intérêt de l'humanité. Il est très important ici de travailler, héritier des 50 et 60 dernières années, mais avec quelque chose de nouveau, parce que il y a eu des processus qui n'étaient pas très démocratiques. Nous pensons que tout, c'est-à-dire le choix des participants à la table de négociation, le choix des financements aussi sont très importants. Donc, reprenons le CSA et le mécanisme du SNUS. Comment faire pour avoir cette bonne gouvernance qui permettra de garder des systèmes alimentaires durables, sains, transparents, équitables, démocratiques. Et si nous pensons à la centralité de ces concepts. D'autres pensent plutôt avoir des suivis à partir des conventions et textes qui ressortissent du sommet. Il y a toutes sortes de recommandations qui demandent d'écouter les différentes voix qui vont s'élever, les différents conseils. Il y a des points aigus, extrêmement importants, l'égalité homme-femme, les segments plus vulnérables et plus marginalisés, les jeunes, entre autres. Donc, il est très important d'arriver à ce changement transformationnel, c'est-à-dire le changement de fond, et pas simplement quelque chose qui perpétue le statu quo. Nous avons invité des collègues éminents et je suis très heureux de voir que nous sommes présidés par le CSA. Nous avons des représentants aussi de la société civile. Et nous avons un leadership de l'équipe d'organisation du sommet et des représentants de la préparation de l'infrastructure du sommet à tous les échelons et moi-même qui m'occupe à mon échelle de l'organisation. Quel est notre programme aujourd'hui? Nous allons d'abord avoir
court message vidéo avec Michael Fakhri, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, qui participe et à la préparation du SNUS et au CSA. Donc, il va nous expliquer ce qui est en jeu entre ces deux enceintes internationales. Et après son message vidéo, nous entendrons 5 conférenciers de notre panel. Son Excellence Mario Arvello, ambassadeur de la République dominicaine, son Excellence Céline Jurgensen, France, M. Shamali Goutal, Focus on the Global South, le Sud mondialisé, société civile, et Jessica Vega Ortega, et caucus des jeunes autochtones, et Paul Newnham, ODD, hub de plaidoyer. Et Olivier de Schutter. Nous avons une grande question à étudier. Comment assurer une gouvernance participative, ouverte, transparente et durable? Après le panel, je demanderai à 3 collègues de bien vouloir présenter des éléments de conclusion. Olivier de Schutter, groupe d'experts international sur les systèmes IPS Food, Sophia Monsalve, FIAN International, société civile, et son excellente l'ambassadeur Tanya Wan Tianxin, présidente du CSA. Avant de commencer, quelques questions ancillaires. Vous pouvez communiquer par le biais de la chat box. Vous pouvez poser des questions aux orateurs. Par ce biais. Aussi, nous n'avons pas de boîte questions-réponses Q&A. Alors, passez par la chat box. Les collègues de Global Alliance vont regarder et vous répondront en temps et en heure. Nous avons l'interprétation dans les 6 langues FAO. Vous verrez en bas de votre écran la langue, le canal qui vous convient et vous le choisissez. Vous cliquez, vous le choisissez. Nous avons un programme très important, très intéressant et nous sommes un peu une croisée des chemins et un moment délicat, difficile. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, des décisions difficiles et en même temps un impératif incontournable, créer un futur meilleur. Donc nous devons savoir nous écouter les uns les autres, entendre les différences et chercher à forger des solutions. Nous connaissons tous les défis que pose la bonne gouvernance. Il va falloir être ambitieux, être clair, émettre des recommandations claires, ambitieuses, réalistes aussi, pour voir ce qui est essentiel, ce qui est fondamental dans le cours de nos actions futures. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à notre cher Michael Fakhri. Bonjour. Je suis Michael Fakhri, je suis le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Et je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en présence physique, mais j'ai dû passer par vidéo en raison de la pandémie et du décalage horaire. Merci à tous d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité à cet échange inclusif, participatif et intégré. Comme rapporteur spécial, je jouis d'une position unique. Je suis au groupe consultatif du CSA et je suis également à l'équipe d'intégration du SNUS. Je rencontre régulièrement les gouvernements nationaux et sous-nationaux, les mouvements sociaux, les syndicats, les groupes de plaidoyer. Je vais donner quelques idées à propos du système du sommet et ensuite à propos du CSA. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est qui doit rédiger le plan de l'organisation et organiser et acheminer les financements et les ressources financières pour aller vers quoi? Dès le début, les préparatifs du sommet se sont embourbés. Et je crois qu'il y a eu des fautes de commises. Déjà, je vais parler de 3 choses. Ça a pris une année et beaucoup de travail de plaidoyer pour que le CSA intègre le groupe consultatif. Le résultat en a été que le sommet a dû se construire tout seul au lieu de pouvoir se bâtir et germer à partir de l'architecture du CSA. Cela a
m'amène à la deuxième erreur. Ça a pris une année, aussi beaucoup de plaidoyer pour introduire les droits humains dans le programme du sommet. Ceci parce que les acteurs premiers et principaux venaient du monde des affaires et en représentaient les intérêts. Et troisième erreur pour moi, un manque criant d'attention accordée à l'agroécologie et aux connaissances autochtones et traditionnelles. Au contraire, l'approche dominante est une agriculture intensive, durable, au nom d'une nouvelle révolution verte, qui veut dire beaucoup d'intrants, des techniques gourmandes en capital, des nouvelles technologies, cependant, devraient plutôt s'allier à la nature et aider à la défendre et à la faire s'épanouir. L'agroécologie est fondée sur les connaissances traditionnelles et autochtones. Les nouvelles technologies doivent suivre cette voie. Tous les préparatifs du sommet continuent d'avancer et la pandémie aussi, qui ravage l'humanité, est accompagnée de sa kyrielle de mots dont la fin tout le monde est épuisé. Ce n'est pas possible de ratisser si large et d'aller partout, de tout embrasser, de tout couvrir. Donc, c'est compréhensif que la plupart pensent d'abord à leurs proches et à leurs intérêts. On comprendra très bien que à peu près 500 organisations de la société civile qui représentent des travailleurs, les paysans, les pastoralistes, les pêcheurs et les groupes de plaidoyer aient choisi de protester contre le sommet. On comprend aussi pourquoi la société et le mécanisme des peuples autochtones attend l'issue de cette plénière avant de se prononcer. La société civile a annoncé à une réunion CSA qu'il faut qu'ils comprennent mieux quel est le lien entre le CSA et le SNUS avant de pouvoir se décider et se prononcer. Si on veut que le SNUS, le sommet, soit vraiment inclusif, il faut que chacun puisse y participer de plein pied, de plein droit. Il faut donner une place, mais avec droit à la parole au CSA. Il ne peut pas être assis là comme un visiteur ou comme une potiche. Le système va se tenir en automne. Nous avons encore 8 mois. Nous avons le secrétariat systèmes alimentaires, les voies d'action, les action tracts, pour arriver à faire changer les choses. Notre objectif, c'est d'éliminer la fin de la face du monde. Le sommet est un événement unique, un effort du secrétaire général pour faire changer les choses du tout au tout. Le CSA, pour sa part, est une institution menée par les gouvernements avec une structure inclusive qui accueille la société civile, les peuples autochtones, le privé, les organisations philanthropiques, d'autres organisations encore, ont toutes soutenues par, tout cela est soutenu dans l'effort par le groupe d'experts de haut niveau. Je pense que la seule manière de fonctionner est de passer par le CSA, qui est l'agence d'exécution, le pôle et la référence absolue, doté des infrastructures, mais pas seulement. C'est une tribune, un creuset, un lieu de référence où tout le monde entier se réunit pour parler et travailler sur ces différences. Donc, il a aussi une dimension très importante, droit humain. Dans d'autres événements en parallèle et d'autres réunions du groupe du conseil du CSA, on sait combien je suis passionnée et que je porte toujours très haut la cause de l'amélioration du CSA. Je crois que c'est très important ici. Il faut croire en le CSA et lui doter des moyens le doter des moyens de réussir. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait passer ce message, savoir s'écouter les uns les autres et savoir respecter et travailler à partir des références. Nous avons 5 conférenciers qui vont nous présenter des points de vue différents, des idées différentes et qui vont nous aider justement à aller dans le sens du renforcement de la gouvernance. Monsieur Arvello, Excellence, l'ambassadeur représentant permanent de la République dominicaine, ici à Rome, auprès de la FAO, de PAM et du FIDA. Juriste, scientifique de la politique, diplomate qui a beaucoup d'expérience en matière d'alimentation et de systèmes alimentaires. Il a été président du CSA des années 17 à 19, pendant les années 17-19. Merci beaucoup, Ruth, dit
Monsieur Arvelo, puisque nous avons l'interprétation, je vais parler en espagnol et je vous remercie de nous avoir accueillis au 47e CSA, nous, République dominicaine, comme co-marraine de cet événement fondamental. Et j'ai écouté de très près tout ce que vous venez de dire. En particulier, j'ai écouté Monsieur Fakhri, il a tout à fait raison. J'approuve à 100% ce qu'il a dit. À propos des mécanismes, à propos des structures institutionnelles susceptibles de garantir une gouvernance nationale, régionale et mondiale qui aille dans le sens de la sécurité alimentaire et d'une bonne nutrition pour tous. Je ne dirais qu'une chose, quelque chose que l'on a déjà dit ce matin en plénière, l'inclusion entre le SNUS et le CSA. Monsieur Fakhri a tout à fait raison. Le comité a pour modèle inclusif et participatif un plan, une plateforme qui a permis de faire éclore ce sommet. Je suis moi-même représentant de la République dominicaine qui est fermement engagée à cette cause à New York. Nous y travaillons très activement. Nous suivons la voie d'action 5, AP5, on l'appelle. À Rome, nous sommes sur l'AP4. Et ce que nous avons déjà dit hier au CSA, c'est que, comme État membre, la République dominicaine, qui lance d'ailleurs un appel à tous les États membres, nous devons absolument fournir le capital politique nécessaire que nécessitent les directives volontaires. Et c'est un instrument négocié, ce n'est pas un instrument qui est parfait, loin de là. Et tout le monde n'a pas forcément pu voir ses intérêts de couvrir. Nous avons entendu M. Fakhri qui a parlé des doutes émis par la société civile. Et moi-même, j'ai quelque chose à dire. J'ai une demande à faire à la société civile, aux mouvements sociaux, aux ONG qui participent de près ou de loin à ce processus, puisque moi-même, je viens de la société civile. Avant d'entrer dans la fonction publique, j'étais société civile et j'y travaillais. Et il est très important que vous vous saisissiez de cette organisation, de cette possibilité et que vous participiez. Parce que les absents ont toujours tort, vous le savez bien. Ce vieil adage tient malheureusement encore la route. Donc, il vaut mieux et de loin participer pour arriver à un consensus sur les questions qui sont sur la table des négociations. Toutes les délégations, tous ceux qui sommes au sommet, qui allons y aller, devons porter bien haut un message. C'est que le CSA est l'enceinte idéale, en tout cas la base idéale pour pouvoir travailler, parce qu'on sait très bien que du sommet, on ne va pas avoir un document négocier. Nous allons avoir un vaste débat dont va en ressortir des orientations, c'est tout. Donc, c'est très important que la société civile puisse se faire entendre de sa voix puissante. Et je terminerai en disant que nous, les Dominicains, nous avons fait ce choix. Lorsque la Constitution de la République dominicaine a reconnu le droit à l'alimentation comme droit humain fondamental, je renvoie, c'est l'article 25 de la Déclaration universelle de 1948, des droits de l'homme, disait-on à l'époque, nous l'avons réintégré dans l'article 54 de notre Constitution, mais ça ne suffit pas, c'est une déclaration, il fallait transmettre cela, le traduire dans les lois et des lois sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons copié, mutadis mutandis, le modèle inclusif. Et nous faisons la même chose avec le CSA. Je vois que mon temps de parole s'achève.
nous avons décidé de créer un Conseil national de sécurité alimentaire avec les gouvernements, les parlementaires, le secteur de la société civile, du privé, les municipalités, les associations de femmes, les syndicats, les jeunes, tous pour arriver à élaborer notre loi de souveraineté alimentaire qui est un instrument qui vient collaborer à instaurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans le document, il y a un salut spécial au CSA. On le remercie d'avoir été la plateforme qui nous a montré la voie à suivre. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur Arvelo. Merci pour tous ces efforts. Merci pour cette référence au chemin d'action Action Track 5 et au 4. Et merci infiniment. Je vais maintenant me tourner vers Madame Céline Jorgensen, qui est la représentante permanente de la France devant la FAO, le PAM et le FIDA ici à Rome. Une éminente diplomate qui a la trajectoire très importante avec les affaires humanitaires, l'alimentation, entre autres. Madame Jorgensen. Me donner la parole. Nous sommes ravis d'être ici avec vous pour parler de ce sujet important de la gouvernance. Alors, moi, je voudrais simplement d'abord rappeler pourquoi nous avons cette gouvernance. Nous avons cette gouvernance parce que l'objectif ultime est d'atteindre l'objectif de développement durable 2 et de défendre le droit à une alimentation adéquate pour tous. La gouvernance mondiale, pour nous, pour la France, elle doit aussi définir de manière inclusive les meilleures mesures de politique publique pour les parties prenantes concernées à tous les niveaux, améliorer l'impact et l'efficacité de ces actions pour chacun des acteurs et soutenir aussi les synergies entre ces actions. Et notre conviction, c'est que le multilatéralisme, c'est la meilleure solution, la plus légitime pour atteindre ces solutions au niveau mondial. Et le président Macron l'a rappelé à plusieurs reprises. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication d'instances qui traitent des questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Et donc, l'enjeu, il me semble, c'est d'éviter une fragmentation, une nouvelle fragmentation de cette gouvernance mondiale, tirer pleinement parti des forums et des outils existants, les renforcer aussi, là où c'est nécessaire, compte tenu de tous les défis que nous devons traiter. Et depuis sa réforme de 2009, le CSA est, dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la première plateforme internationale inclusive qui permet à toutes les parties prenantes d'échanger leurs points de vue et les meilleures pratiques et donc de travailler ensemble. Il a aussi montré, le CSA, qu'il était capable de traiter de questions, de défis liés au système alimentaire, tels que l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, la perte de la biodiversité, le régime foncier, l'égalité femmes-hommes, les opportunités d'emploi décent. Nous l'avons vu aussi cette semaine, il est capable de discuter de crises majeures comme celle que nous connaissons aujourd'hui avec la pandémie. Nous pensons qu'il faut traiter la sécurité alimentaire au sens large, c'est-à-dire dans une approche de système alimentaire pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 2, non pas dans une approche en silo, mais dans une approche intégrée en lien avec les autres ODD. Et donc, cela suppose de prendre en compte toutes les interconnexions entre les sujets et les acteurs lors de la mise en œuvre de nos politiques. À court terme, nous pensons qu'une des voies possibles pour une gouvernance intégrée, participative et inclusive des systèmes alimentaires consiste, comme l'ont dit les intervenants précédents, à associer étroitement le CSA, mais aussi le High Level Panel of Experts au processus préparatoire du sommet des systèmes alimentaires
et à son suivi. Le sommet, il a l'ambition d'être un tournant dans la manière dont nous traitons des systèmes alimentaires, avec des solutions et des initiatives concrètes pour les rendre plus durables et plus résilients. Et de ce point de vue, nous nous félicitons pour notre part que le CSA ait déjà montré sa capacité à contribuer à cette échéance, le sommet, en adoptant hier les directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, qui sont le résultat d'un processus inclusif et qui traite de nombreux aspects de la sécurité alimentaire. Nous avons des idées d'amélioration possibles pour le CSA et le HLPE, mais nous pourrons peut-être en reparler plus tard dans la discussion. Merci à vous. Thank you so much, Ambassador. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur Jorgensen, vous avez parlé de choses extrêmement importantes, en particulier les différents secteurs, l'implication de toutes les parties, l'importance du groupe d'experts de haut niveau. Merci et merci aussi d'avoir évoqué les directives volontaires. Je voudrais maintenant donner la parole à Shamali Goutol, directeur exécutif de Goodall Hall CSA de l'Inde, qui a travaillé sur les droits des communautés, des questions de développement et de société depuis 13 ans, et elle vient d'arriver dans le sein de notre groupe. Shalami, vous m'entendez tous? Vous me voyez? Parfait. Merci, bonjour. Donc, je pense que le point de départ ici pour la gouvernance des systèmes alimentaires, c'est la reconnaissance absolue de certains principes et valeurs de base. Déjà, l'alimentation est un droit humain. Et c'est comme le droit à la vie, et qui ne peut être inféodé au développement de l'économie ou de la croissance. Au contraire, les stratégies de développement économique doivent intégrer les droits humains et tenir compte de leur indivisibilité, donc aller dans le sens du respect de tous les droits humains. Deuxièmement, les droits individuels et collectifs des producteurs, des petits exploitants agricoles, des autochtones, des travailleurs, donc des femmes, et de plus en plus de jeunes doivent absolument jouir d'une protection complète. Troisièmement, les systèmes alimentaires ont un objectif public, l'intérêt public, avec des fonctions multiples, socio-économiques, politiques, climatologiques, environnementale, entre autres. Et même chose pour les terres, les territoires, l'eau, etc., qui sont essentiels pour les systèmes alimentaires. Et ce sont des éléments qui ne peuvent pas chanter. Il faut codifier et réguler au nom de l'intérêt public les processus des marchés, la finance et la concentration des grands conglomérats et groupes commerciaux. Tenir compte de la diversité est fondamental aussi. La diversité est évidente. L'expérience nous a fait voir que c'est les systèmes alimentaires qui peuvent nous soutenir en cas devant les aléas du climat, devant les pandémies. Il y a 1000 exemples à citer ici. Et il y a des éléments qui manquent ici dans notre discussion. C'est l'équité et la justice dans les systèmes alimentaires, parce qu'il existe des asymétries de pouvoir absolument criantes et intolérables. L'eau, l'accès au marché, l'énergie en général, les vivres, les denrées alimentaires, ce qui est incompatible avec l'idée d'un système alimentaire juste et équitable. Ces asymétries, ces injustices ne sont pas nouvelles, elles sont là depuis des générations, fondées sur la classe, la religion, le sexe, la culture, toutes sortes de choses. Donc, l'inclusion est essentielle. Et la participation, par conséquent, aussi. Impliquer tout le monde et les organisations aussi des segments les plus marginaux. Donc, l'inclusivité
ne veut pas dire simplement les sociétés, les entreprises, les gouvernements. Comme processus décisionnel, cela veut dire une galaxie beaucoup plus large de visions qui n'ont rien à voir avec l'entreprise ni avec le gouvernement et qui sont trop négligées. On ne peut pas non plus dire que là, l'inclusivité préjuge de qui est le juge et qui est la personne qui est jugée. Il faut redistribuer les politiques, les méthodes de travail pour corriger les inégalités. Ceci est essentiel pour des systèmes alimentaires. Il faut être lucide quant aux mots anciens et actuels, savoir rectifier le tir. Autre chose de très important, des systèmes robustes qui évitent la concentration du pouvoir économique et politique contre des intérêts biaisés et contre des systèmes réglementaires qui vont à l'encontre de l'intérêt public. Personnellement et sous l'angle de mon organisation, il est très clair que on ne peut pas avoir un deux poids, deux mesures, c'est-à-dire une loi inflexible pour certains et une loi beaucoup plus souple pour d'autres. Nous devons définir des priorités. Justice, soutien, réglementation conçue dans la justice. Si le CSA veut rester un outil utile, et j'espère qu'il va le rester, le CSA doit devenir un espace plus courageux, plus dynamique pour la prise de décision et doit la reconsidérer. Le CSA est de plus en plus dominé par les pays exportateurs qui décident de l'utilisation et de l'adaptation des questions de droits humains à l'intérêt de leur marché. Il faut tenir compte justement de ces pièges et des biais qui perturbent l'acheminement et la détermination de l'aide. Pensons-y, pensons à cela, en particulier en temps de pandémie, en temps de crise du climat et en temps de catastrophe qui nous touchent tous et qui touchent le droit à l'alimentation. Le CSA doit être très lucide là-dessus. Et là se pose aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure. La société civile et les mécanismes des peuples autochtones nous apportent des témoignages du terrain. C'est quelque chose d'essentiel si l'on veut élaborer des politiques conscientes et sensibles. Si on se voit la face, si on ne donne pas voix au chapitre à ces groupes, le CSA deviendra une espèce de forum, de conversation aimable ou moins aimable, dans le genre de celle qu'on a à la télévision et ne servira à rien d'autre, n'aura pas de vraie pertinence. On veut et on doit en faire une plateforme inclusive et juste. Enfin, le CSA souffre de sous-financement chronique. Il y a une véritable implication à la cause du CSA. Il faut qu'il soit financé. Les États membres, les différents organes à même de le faire doivent vraiment apporter leur écho au CSA pour que ce soit vraiment un espace de participation. Il doit aussi dépasser son manque de capacité à faire traduire ses conseils dans la pratique. Il lui faut des bras séculiers. On passe en particulier par la FAO, par le FIDA, par le PAM. Il lui faut des agences d'exécution et il lui faut également l'implication d'institutions telles que la Banque mondiale, la BAD, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement. Donc ici, nous voulons tirer une sonnette d'alarme. Droits humains. Il est très important que ce soit le cœur même des travaux du CSA, servant de guide et de viatique à un message qui portera bien haut la voix des plus défavorisés.
Et il faudrait une approche aussi du haut vers le bas pour atteindre le terrain. Et il ne faut pas aller dans le sens des stylos et au contraire de laisser les couches supérieures être la cupule dirigeante. Merci. Merci beaucoup. Il faut être plus courageux au sein du CSA. C'est votre message. Merci. Merci beaucoup de vos observations. Maintenant, je voudrais la parole à quelqu'un impliqué dans le CSA et à l'organisation du système du sommet des systèmes alimentaires, Jessica Vega-Ortega, coprésidente du groupe des jeunes autochtones mondial. Donc, Jessica vient de Oaxaca, Mexico. Elle défend les droits individuels et collectifs des populations autochtones, notamment pour les jeunes, les adolescents et les enfants. Jessica, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Merci de pouvoir de me donner la parole aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les préoccupations actuelles et futures liées à la pandémie, il faut faire référence aux questions fondamentales qui concernent les populations autochtones. Les systèmes alimentaires sont essentiels pour ces populations. Parler de ces questions, cela veut dire parler de différents points de vue intersectoriels parallèles au programme à l'horizon 2030, avec des objectifs comme l'éradication de la pauvreté, de la faim, le changement climatique, la question de l'égalité. Parler de la durabilité, c'est parler de terre. Sans aucun doute, la pandémie nous concerne toutes et tous sur cette planète. Personne ne peut rester les bras croisés et ne pas lutter contre la pandémie. Mais nous devons également lutter contre les autres pandémies comme la question de la malnutrition, la question de l'urgence alimentaire. Voilà, c'est un travail parallèle à faire en parallèle de la lutte contre le Covid. Au cours du sommet, donc parler de ces questions au sein du sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies, il sera essentiel de garantir la participation des peuples autochtones, des femmes, des jeunes, des hommes. Il faudra également garantir le respect de leurs décisions, de leur prise de parole. Il est essentiel de garantir dans ces contextes, comme celui du sommet, la mise en place de mécanismes comme les consultations qui s'encadrent dans les droits des peuples autochtones. La sécurité alimentaire doit accompagner donc le travail pour le développement durable mondial et la mise en œuvre. Parler de droits individuels et collectifs des populations autochtones, parler de l'autodétermination, mais également du respect du territoire, du respect aux cultures, entre autres questions et autres droits essentiels pour la vie. Nous devons travailler afin d'améliorer ces actions, comme l'a dit très bien Mépris Opinant, dans une approche multilatérale. Le travail du CSA doit contribuer au processus d'inclusion et renforcer la participation de différents éléments, et notamment des plus touchés, tels que les peuples autochtones qui protègent la biodiversité, mais qui ont également été attaqués pour défendre leurs terres, les terres. Il faut intégrer les femmes qui protègent l'alimentation et qui ont toujours promu la bonne alimentation. Parce que qui veut mal nourrir ses enfants, par exemple. Cependant, bien souvent, ce sont ces acteurs qui n'ont pas accès aux terres. Ils n'ont pas de droit, dans certaines communautés même, de pouvoir protéger leur territoire, leur patrimoine pour l'alimentation future des futures générations. Les petits producteurs qui travaillent jour et nuit pour pouvoir fournir les grandes villes en aliments, n'ont pas le droit au travail, à la santé. Ils sont plus touchés par la pandémie. La société civile s'engage, mais nous avons également besoin de l'engagement des États. Nous devons faire en sorte que dans le plan pour la sécurité alimentaire et l'éradication
de la pauvreté, on parle du droit à l'alimentation. Nous devons éradiquer la faim, mais également faire en sorte que la société n'ait plus faim. Nous devons faire en sorte que les États prennent en considération les connaissances autochtones et respectent ces connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Nous devons également respecter le droit à la production et à la consommation d'aliments sains. L'engagement des populations autochtones doit être reflété dans des actions concrètes. Nous avons mis en place des dialogues nationaux qui doivent être mis en œuvre. Cependant, au sein du sommet, ces dialogues, y compris au sein d'États qui ont déjà ratifié le programme mondial, eh bien, n'invitent pas encore les peuples autochtones. Donc, nous devons garantir leur prise de position dans les cadres nationaux et régionaux. Donc, l'application de ces programmes qui s'appliquent depuis de nombreuses années au sein des processus comme au sein des agences des Nations Unies, à la FAO, au FIDA, on doit faire en sorte d'appuyer directement les peuples autochtones en mobilisant des ressources, en leur apportant un appui technique dans le secteur de l'agriculture, la pêche, les récoltes. Donc, la protection des systèmes alimentaires agricoles doit s'appuyer sur ce processus, faire en sorte que ces fonds arrivent dans les territoires. Nous devons mettre en place des politiques, des stratégies régionales qui puissent prendre en considération la question du changement climatique, de l'égalité homme-femme, des perspectives intersectorielles, parce que nous devons mettre l'accent sur la protection de notre terre, mer, mais nous devons également prendre en considération le fait que les systèmes agricoles sont essentiels pour garantir la reproduction de nos propres vies. Il est donc essentiel de reconnaître les pratiques et les connaissances ancestrales des peuples autochtones. Le mécanisme que l'on cherche à mettre en œuvre avec le réseau de champions permettra de nous renforcer les uns les autres en tant que société civile. Mais nous avons besoin de l'engagement des États pour faire en sorte que ces fonds, ces moyens puissent nous permettre de dépasser les processus mis en œuvre. Nous devons mettre en place des dialogues, l'accès à des technologies. Les peuples autochtones n'ont pas toujours nécessairement accès aux nouvelles technologies et donc cela limite la participation de ces acteurs à ces différents mécanismes. Je vous remercie et je vous invite à vous engager afin de relier le droit à l'alimentation aux questions qui nous intéressent ici. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Je suis heureuse que Jessica ait pu rejoindre l'équipe des réseaux des champions pour les jeunes. Je me félicite du fait que Jessica siège au sein de ce comité pour les populations autochtones. Alors maintenant, Paul Yomnam, qui est en charge du groupe de plaidoyer pour l'ODD 2, donc une initiative qui réunit des ONG, la société civile, le secteur privé et les agences des Nations Unies pour coordonner des campagnes mondiales pour réaliser l'ODD 2. Donc, Paul cherche à entraîner un changement qui aura un impact sur les systèmes alimentaires, les personnes et la planète. Il a été nommé récemment vice-président pour le réseau des champions du sommet des systèmes alimentaires. Il travaille étroitement avec les équipes en charge des pistes d'action 1 et 2. Paul, à vous la parole. Merci, Ruth. Merci aux autres intervenants. Merci de vos interventions. Je me félicite de cette opportunité de dialogue inclusif. On m'a demandé de m'exprimer sur le lien et la collaboration possible entre le CSA et le sommet des systèmes alimentaires, comment la renforcer d'ici l'organisation du sommet. Comme cela a été dit, l'ODD, notre groupe pour le ZDD, intègre différents acteurs pour
donc réunit différents acteurs. Et en ce qui concerne le sommet et les CSA, il y a beaucoup de questions transversales qui peuvent être utilisées pour chercher à avoir un impact sur les politiques. Par exemple, de bonnes données qui peuvent être mises en œuvre à l'appui de bonnes mesures politiques ayant un impact sur le changement long terme, les données scientifiques, la recherche, intégrer tout cela. Et quand je regarde le CSA, auquel j'ai participé pendant de nombreuses années, et maintenant le sommet des systèmes alimentaires, eh bien, je vois qu'il y a un dialogue ouvert pour s'écouter les uns les autres, mais également pour encourager l'action en adoptant différentes approches, mais en cherchant le même résultat. C'est essentiel. Je pense que nous ne souhaitons pas que toutes nos structures soient les mêmes. Nous devons faire en sorte que chacun ait son rôle. Et le CSA a une structure très solide vis-à-vis de la participation. Et le sommet cherche à être un sommet des gens et réunir une diversité de points de vue. Et il y a plusieurs façons de le faire, grâce au dialogue du sommet national, sommet mondial à différents échelons, de l'échelon national à l'échelon mondial. Mais il y a également des opportunités liées au travail du CSA. Donc, le suivi des recommandations politiques pour s'impliquer au sein du sommet, pour sensibiliser quant aux directives volontaires qui viennent d'être adoptées, par exemple. Je pense qu'il y a des produits essentiels qui peuvent être utilisés au sein du travail du sommet des systèmes alimentaires. Donc, je pense que le CSA et le sommet des systèmes alimentaires peuvent encourager les États membres à dialoguer pour réunir différents acteurs, pour s'assurer que on garantisse la participation de l'ensemble des systèmes alimentaires en s'appuyant sur les principes du CSA, défendus par le CSA. Le sommet est un moment essentiel pour accélérer le changement. C'est un moment qui a été réclamé par le secrétaire général, mais le CSA va poursuivre son action. Donc, le CSA pourra appliquer, assurer le suivi des conclusions du CSA. Et beaucoup de choses sont prometteuses. Je me félicite de voir les dirigeants du CSA, y compris le président et d'autres, qui sont impliqués, intégrés à la direction du sommet de différentes façons, afin d'échanger au sujet des processus, etc. Et je pense que c'est essentiel. Certains des défis, des déclarations négatives qui ont eu un impact sur le sommet au début, bon, je pense que ça a été difficile, mais il est important de les écouter, mais il est également important de tourner la page, d'avancer. Il y a eu beaucoup de débats, on s'est écoutés les uns les autres, et maintenant on doit avancer. Nous avons... Le secrétaire général nous offre cette opportunité, le sommet des systèmes alimentaires. On doit saisir cette opportunité pour nos systèmes alimentaires qui présentent des défis. Donc, nous devons agir rapidement. Je pense que nous devons poursuivre, nous devons comprendre qu'on peut changer les choses de l'intérieur et qu'on a besoin d'un changement systématique. Tout le monde doit jouer son rôle. Donc, nous devons également adopter de nouvelles approches. J'ai beaucoup aimé un article de Karina Hawkes qui dit « À quoi servent les systèmes alimentaires ? Quel est notre terrain d'entente commun ?» Voici donc le message essentiel. C'est une opportunité unique et cela nous permettra de partager un même récit. Donc, pour échanger les uns avec les autres, on pourra se pencher sur les questions liées à l'équité. Qu'est-ce que cela veut dire dans différentes régions du monde en fonction des différentes perspectives? Il est essentiel de pouvoir échanger et apporter un changement. Nous devons décloisonner, nous devons agir de façon urgente si on veut réaliser les ODD. Donc, il y a de grands défis à relever et nous devons agir rapidement. Dernier point, nous devons également écouter les voix discordantes. Nous devons
écouter les personnes qui peuvent être moteurs du changement. Donc j'encourage le CSA, mais également le sommet des systèmes alimentaires à intégrer ces voix discordantes pour permettre ce changement et comprendre quoi utiliser pour aller de l'avant et atteindre, réaliser les ODD. Merci Ruth. Merci Paul, c'était très intéressant. Alors, avant de passer aux conclusions, Martin Brooke est en ligne avec nous. Je vais vous donner 1 minute. Vous êtes président de l'Alliance pour le sommet des systèmes alimentaires. Alors, il y a des critiques quant à la façon dont ce sommet a été structuré. On a réclamé des changements. Il y a eu des observations aujourd'hui visant à mettre en place des espaces courageux, audacieux. Alors, bon, le passé, c'est le passé. Comment aujourd'hui aller de l'avant et construire des passerelles constructives, justement. 1 minute. Merci beaucoup, Ruth. Ce n'est pas difficile parce que Paul l'a dit très bien. Nous avons une grande chance ici. Plus de personnes pourront participer, plus nous entendrons de voix, meilleurs seront les résultats. Nous n'avons pas de solution clé en main. Nous sommes là pour s'écouter les uns les autres. Nous permettrons à tout le monde de participer pour concevoir les outils du sommet des dialogues indépendants liés au sommet des systèmes alimentaires pour garantir l'autonomisation. Nous appuyons donc ce processus. Nous avons rencontré le HLPE et le CSA sera essentiel pour garantir le suivi après le sommet. Mais pour cela, nous devons impliquer tous les acteurs autour de la table. Nous devons impliquer toutes les parties prenantes, tous les acteurs, tous ceux qui veulent changer la donne pour les gens sur le terrain. Donc ça, c'est un sommet lié aux ODD. Ne laissons personne de côté. Merci. C'est un débat très intéressant. Merci. Comme on l'a dit au début, eh bien, nous allons maintenant donner la parole à 3 collègues qui vont s'exprimer en conclusion pour tirer les conclusions de cet échange. Je vais donc d'abord donner la parole à Olivier de Schutter, expert donc commerce et droits de l'homme, professeur de droit à l'Université de Louvain et à Sciences Po à Paris, et membre d'une école à New York, rapporteur spécial sur les pauvretés extrêmes et les droits humains. Il était rapporteur du droit à l'alimentation jusqu'en 2014, coprésident du groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Olivier, vous avez la parole. Thank you very much indeed. Merci beaucoup, Ruth. Bonjour à toutes et à tous. C'est un privilège pour moi de participer à ce débat co-organisé par le IPES Food et d'autres. Alors, en quelques minutes seulement, 2 messages. Tout d'abord, certains d'entre nous se rappellent l'intention qui, à la base de la réforme du CSA, dans les années 2008-2009, avant la refonte donc du CSA en novembre 2009. L'objectif à l'époque était triple. Tout d'abord, mettre en place un consensus avec de nouvelles formes de gouvernance en garantissant la transparence dans la façon dont on débattait des questions liées à la sécurité alimentaire mondiale. Deuxième point, garantir l'inclusion en incluant dans le processus les gouvernements, le secteur privé, les acteurs, les organisations internationales et la société civile. Troisième point, l'idée était d'élargir le champ des possibles en élargissant les débats sur les connaissances, l'expertise des acteurs des systèmes alimentaires et des personnes en première ligne qui luttent contre la faim, la malnutrition et qui cherchent à renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Derrière tout cela, il y avait l'espoir que l'échange régulier entre les membres du CSA pourrait renforcer la confiance et donc permettre de trouver plus facilement un consensus et
renforcer l'importance donc des outils du CSA. Je pense aux directives volontaires et les décisions adoptées par le CSA. Alors, dans ce contexte, j'aimerais formuler 2 espoirs pour le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies de l'automne. Tout d'abord, au lieu d'affaiblir, ça renforce le CSA en lançant un message très fort à l'appui du travail du CSA, en encourageant toutes les parties, y compris le secteur privé, à garantir le suivi de ces décisions qui seront prises. C'est ce dont a besoin le CSA afin d'être renforcé pour que son rôle soit relégitimisé en tant que forum inclusif où les questions liées à la sécurité alimentaire mondiale sont débattues. Et au cours des 12 dernières années, le CSA a démontré que c'est possible. Deuxième point, deuxième espoir, les questions liées à l'économie politique seront soulevées au cours de ce rendez-vous très important. Je pense bien sûr au sommet. La question du pouvoir de la reddition de comptes ne doivent pas être considérées comme étant secondaires. Elles sont au cœur même des obstacles auxquels l'on fait face malgré les signaux d'alarme quand on cherche à réformer les systèmes alimentaires. Pourquoi? Parce que les prix dont les gens dépendent en termes d'accès à l'alimentation, ce n'est pas seulement le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande, mais d'autres facteurs, donc avec le rôle des fournisseurs et de l'approvisionnement. Ensuite, il y a la question du développement technique, une question qui n'est pas neutre. Au cours des 50 dernières années, on a favorisé la mécanisation à l'appui de grands acteurs pour faire des économies d'échelle, au détriment de innovation pour les petits paysans. Troisième point et dernier, nous avons besoin de cette approche économie politique parce que nous savons que les vrais changements, les changements porteurs de transformation ne découleront pas seulement de réformes à l'échelon des chaînes alimentaires, ni même au niveau des systèmes alimentaires. Elles résulteront de réformes à l'échelon territorial, là où on adopte des perspectives plurielles, où on implique les différents acteurs locaux, les municipalités, appuyés par les acteurs nationaux pour impulser un changement. C'est dans ce sens que le sommet peut vraiment changer la donne, en rompant le cercle dans lequel nous étions englués par le passé et en changeant la donne. Merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez soulevé cette question de l'économie politique. Vous êtes impliqué dans la piste d'action 3. Et donc, merci d'avoir apporté cette perspective dans le débat. Et merci de vos efforts sur cette question. Vous avez parlé du renforcement du CSA. Bon, je pense qu'il faudrait un autre événement parallèle pour comprendre comment faire cela. Beaucoup d'idées intéressantes, un débat très intéressant, très récente. Vous avez fait des suggestions de mécanismes pour renforcer le CSA. Il y en a d'autres. Voilà, je pense qu'il faut prendre note pour un prochain débat. Ensuite, Sofia Monsalve, secrétaire générale de FIAN International, une organisation internationale des droits humains dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition et membre du mécanisme société civile et population autochtone. Elle travaille depuis longtemps avec les agences des Nations Unies. Elle était en charge de programmes sur les terres depuis plus de 15 ans. Elle travaille donc avec les populations autochtones et d'autres. Elle fait partie de l'IPC. Elle a rejoint récemment IPES Food. À vous. Merci beaucoup, Ruth. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités à cet événement. Alors, après avoir écouté certains des intervenants,
après nous avoir donc merci de nous avoir invités à cette manifestation. Nous pensons que nos critiques vis-à-vis du sommet sont toujours valides. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse de critiques qui ne soient plus valables. Nous ne pensons pas que ces critiques aient été prises en compte. Tout d'abord, nous ne pensons pas que ce sommet repose sur les droits humains, les droits des peuples. Le fait que le rapporteur spécial de l'alimentation y participe est tout à fait appréciable, mais n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour s'assurer que le sommet soit ancré sur les droits humains et que ces questions soient transversales. Deuxième point, les voix des groupes marginaux les plus touchés par la faim, la malnutrition, la destruction de l'écologie sont des questions en marge du sommet. Le sommet met l'accent sur les entreprises, c'est une discrimination. Le Forum économique mondial, d'autres acteurs, d'autres plateformes donc, sont présents dans le sommet. Elles représentent des intérêts privés par leur présence même ou via les personnes qui travaillent pour le sommet, qui ont travaillé dans d'autres comités. Donc, nous apportons la perspective des exclus et nous ne pouvons pas participer à un sommet qui est complètement façonné afin de ne pas prendre en considération les droits des personnes qui sont organisées au sein du mécanisme de société civile et population autochtone. C'est pourquoi, nous sommes dans un contexte de pandémie. C'est une pandémie qui est synonyme de mort pour beaucoup de secteurs. Et donc, il est très difficile de comprendre quels sont les espaces dans lesquels on peut continuer à participer. Et nous avons décidé de ne pas participer au sommet à cause de ces problèmes de fond. Alors, nos critiques ont été accueillies comme étant non rationnelles, on nous accusait de ne pas vouloir un dialogue inclusif, mais ce n'est pas le cas. Nous avons de très bons motifs pour cela. Mais si les organisateurs du sommet, quelles sont les conditions qui nous permettraient de nous impliquer dans le sommet? Eh bien, nous avons précisé quelles sont ces conditions. Nous avons envoyé un courrier au président du CSA, puisque c'est lui qui nous a invités à participer au sommet. Et nous avons dit quelles serions les conditions qui pourraient rectifier la trajectoire erronée adoptée par le sommet. Et l'une des propositions faites sont les suivantes. Alors, tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a signé un accord de partenariat stratégique avec le Forum économique mondial. Dans le même temps, nous, plus de 500 organisations mondiales, nous lui avons envoyé un courrier au secrétaire général, lui faisant part de nos préoccupations, et le secrétaire général ne nous a jamais répondu. Comment pourrions-nous penser que c'est un sommet qui est libéré de ces influences que nous dénonçons? Donc, nous souhaitons donc que nos prises de position soient prises en considération, peuple autochtone, travailleurs, etc. Donc, première étape très importante, l'adoption de protection contre les conflits d'intérêts au sein du sommet. Nous avons donc proposé que le sommet adopte une piste d'action supplémentaire qui vise à débattre du fait comment inverser la donne. Les personnes sur le terrain savent que la question du privé est essentielle pour garantir la survie des systèmes alimentaires. Donc, si les organisateurs du sommet souhaitent écouter ces voix discordantes, eh bien, mettons en place une piste d'action qui cherche à inverser l'emprise du privé sur les secteurs alimentaires. Merci. Sophia, for that. Merci beaucoup, Sophia,
pour ce panorama de la réalité, la question de la conscience. Beaucoup disent que le progrès va au rythme de la confiance. Effectivement, c'est très important. Enfin, notre dernier orateur qui s'est impliqué de façon très intensive au CSA comme président, mais également dans la préparation du sommet et à la présidente du CSA. Il y est depuis 2019. Auparavant, il était représentant de la Thaïlande auprès des Trois Sœurs de Rome. Merci, Monsieur Thien Sien, qui était ministre de développement de l'agriculture, qui s'occupe d'agriculture, d'élevage, de sécurité alimentaire et de commerce international. Monsieur l'ambassadeur Thien Sien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruce, pour tout cela et merci de m'avoir invité. Je sais que ça n'est pas facile de faire une conclusion à ce type de séance. Enfin, je vais quand même dire une chose, c'est que nous avons une dynamique. Nous avons eu un débat très intéressant cet après-midi. Nous avons commencé déjà ce matin tout à l'heure, en entendant Monsieur Arvelo, les envoyés, le rapporteur spécial, les représentants du groupe d'experts de haut niveau, lorsque l'on parle de CSA et de ce que l'on pourrait faire pour le renforcer, le CSA a des mécanismes internes d'inclusivité et il faut voir comment il peut opérationnaliser l'idée du progrès. Après vous avoir tous bien écouté, nous avons vu que le CSA est quelque chose de bien à part. Le CSA a le caractère de plateforme unique, internationale, intergouvernementale, approche inclusive pour la sécurité alimentaire, la nutrition, pour la convergence politique en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, pour faire que les gens se rencontrent, s'expriment, expriment leur position, s'assurent que nous sommes à même de nous écouter les uns les autres. Ce qui n'est pas facile, on le sait que ça n'est pas simple, mais je peux dire pour l'instant, jusqu'à présent, que le CSA, avec ses membres, ses partis, ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour que cet organe soit multipartite et inclusif. Sachant écouter chacun d'entre vous, par exemple, lorsque l'on parle de nos mécanismes, lorsqu'on parle de mécanismes tels que le mécanisme du secteur privé ou de la société civile, même si le réseau que nous avons est énorme, ce n'est pas facile d'arriver à partout. Dans ma région, par exemple, le privé ne participe pas très activement à ces mécanismes. Mais nous avons beaucoup de marge d'amélioration. Nous avons beaucoup de possibilités de nous améliorer. Faire du CSA une plateforme inclusive qui fasse participer tous nos acteurs, tous les acteurs qui puissent s'asseoir et négocier ensemble. Et c'est pour cela que je crois que l'une des questions clés est plateforme de discussion, les agences d'exécution. Nous n'avons pas d'agence d'exécution, donc nous comptons sur nos membres pour faire avancer les choses, pour appliquer nos politiques et nos directives. Et nous avons absolument besoin que les gouvernements s'occupent de ces questions avec le soutien des acteurs fondamentaux, privés, publics, société civile, tout le monde, pour veiller à ce que tout cela puisse être traduit en action au plan de Rome, des Sœurs de Rome, de toute la famille des Nations Unies pour pouvoir traduire nos efforts en pratique.
Lorsque l'on parle des liens entre sommet des systèmes alimentaires, nous voulons absolument avoir quelque chose d'inclusif, une bonne gouvernance. Je crois que nous avons beaucoup parlé de toutes ces questions. Et nous avons encore jusqu'à septembre. Et après le SNUS, le CSA va continuer de travailler. Et après cette réunion de cette semaine, nous allons continuer de travailler à la préparation du SNUS et à renforcer le CSA. Et nous avons besoin de vous, de votre aide, de votre soutien. Et le CSA va continuer de s'impliquer dans la préparation du SNUS. Voilà, c'est ce que je tenais à vous déclarer. Oui, beaucoup de pain sous la planche pour vous. Nous apprécions plus au point que vous nous ayez consacré ces minutes. Je vais essayer à mon tour de conclure. Je crois que de ce que nous avons entendu aujourd'hui, il est plus important que jamais de prévoir dans les institutions politique et de contact, la possibilité d'entendre la différence, d'augmenter la participation en pensant aux preuves, aux bases, mais aussi aux effets ultérieurs. Nous avons entendu beaucoup de recommandations extrêmement importantes, participation de différents acteurs, différents secteurs, pour renforcer et approfondir le travail du CSA, l'équité, la justice comme valeur fondamentale dans la gouvernance, veiller à ce que l'on ait plus d'audace et de courage, que l'on arrive à s'adapter aux droits et à défendre les droits qu'il faut défendre. Les solutions, le comment, le maximum d'efficacité. On nous a parlé de confiance et de consensus, on nous a parlé d'économie politique, de donner plus de voix au chapitre, aux marginalisés. Toutes ces suggestions touchent à des domaines dans lesquels le CSA va travailler dans les années qui viennent et qui s'inscrivent dans notre plan de travail déjà 2023. C'est quelque chose de fondamental, gouvernance, synergie avec le sommet. Tout ceci est très important. La communauté internationale attend avec impatience des solutions pratiques, des synergies allant dans le sens de l'intégration, de l'inclusion, de la participation et de l'équité. La Global Alliance travaille au projet d'espoir, de la transformation aussi prévue par main dans la main, démantelant les silos, arrivant à des approches intégrant l'écologie, les régimes alimentaires sains. Pour tout cela, il faut une bonne gouvernance, pour plus de compréhension, pour soutenir et faire du plaidoyer pour le changement de fond et pour une participation digne de ce nom. Donc ici, cette année, nous avons l'opportunité de faire avancer le débat, d'élargir la communauté d'intérêt dans le cadre de la gouvernance. Parce que pour faire avancer, il faut absolument que nous fassions avancer le débat. Pour paraphraser Murray Strong, canadien, grand diplomate international, pour arriver à donner satisfaction aux besoins du monde et faire la transition vers des systèmes alimentaires durables, il va falloir beaucoup de politique gouvernementale et beaucoup de coopération entre nations, institutions et entre les êtres humains à une échelle sans précédent dans l'expérience de l'homme. Cela veut dire amener les systèmes alimentaires au centre même des programmes nationaux, et ça veut dire prévoir des nouvelles politiques, des nouveaux régimes de gouvernance. C'est la seule voie viable vers un futur durable. Merci infiniment de votre participation. Nous espérons pouvoir continuer de travailler tous ensemble et arriver à trouver des voies qui soient sûres, viables et inclusives. Merci encore à tous. Faites attention à vous. Prenez bien soin de votre santé et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.